Une histoire de courage et de maîtrise de soi. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur la cour d'honneur du lycée Saint-Exupéry, tandis que les élèves filtraient par l'entrée principale. Parmi eux, marchant avec des pas mesurés, se trouvait Zélie Dubois, serrant les bretelles de son sac à dos usé. La jeune fille de 17 ans avait appris à naviguer dans les nouveaux lycées avec une invisibilité maîtrisée, une compétence développée au fil des années de déménagement successifs d'une ville à l'autre avec son père. La peau mate de Zélie capta la lumière matinale lorsqu'elle s'arrêta sur le seuil, observant l'imposante façade en briques et les fenêtres hautes et imposantes du lycée Saint-Exupéry. Marseille avait été leur dernière étape, et avant cela, Lyon, Bordeaux et une poignée de petites villes de province dont elle se souvenait à peine. Chaque déménagement lui avait enseigné la même leçon: faire profil bas, se fondre dans la masse et tenir jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au baccalauréat. Les couloirs bourdonnaient des sons familiers de la vie lycéenne, portes de casier claquant, baskets grinçant contre les sols polis, voix montant et descendant dans des conversations animées. Zélie trouva son casier attribué, numéro 247, et travailla discrètement la combinaison que son conseiller d'orientation psychologue lui avait fournie. La porte métallique s'ouvrit avec un léger clic et elle y rangea ses quelques affaires. « Poussez-vous » dit une voix derrière elle, douce et impérieuse. Zélie se retourna pour voir une jeune fille s'approcher avec une confiance indéniable. C'était clairement quelqu'un qui s'attendait à ce que le monde se réorganise autour d'elle. La jeune fille avait des traits frappants, des cheveux auburn qui tombaient en vagues parfaites, des vêtements de marque qui semblaient faits sur mesure pour elle, et des yeux qui examinaient tout avec le regard calculateur de quelqu'un habitué à diriger. C'était Victoire Leclerc, bien que Zélie ne connaissait pas encore son nom. Ce que Zélie sentit immédiatement, c'était la couronne invisible que Victoire portait, la façon dont les autres élèves s'écartaient instinctivement pour la laisser passer. Derrière Victoire marchaient deux autres jeunes filles, Léa Martin, dont les yeux perçants semblaient cataloguer chaque détail pour une utilisation future, et Manon Durand, qui semblait plus silencieuse, mais non moins observatrice. Le regard de Victoire balaya Zélie avec une évaluation froide. Le message était clair sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Le territoire avait été marqué, et Zélie était censée comprendre sa place dans la hiérarchie. Zélie se contenta de hocher légèrement la tête et de fermer son casier, choisissant de ne pas s'engager. Elle avait appris que parfois, l'approche la plus sûre était de rester invisible. Du moins, jusqu'à ce qu'elle comprenne le paysage. Tandis que Zélie se dirigeait vers son premier cours, elle remarqua l'effet d'entraînement de la présence de Victoire. Les conversations s'interrompaient, les postures se redressaient et une conscience générale semblait la suivre. Au bout du couloir, appuyés contre une rangée de casiers, se tenaient deux jeunes hommes qui commandaient clairement leur propre sphère d'influence. Le plus grand, avec de larges épaules et la posture confiante d'un athlète, était Marc Leclerc, le frère aîné de Victoire et la star du basketball du lycée. À côté de lui se tenait son ami Théo Garnier, mince et rapide, avec des yeux qui semblaient savourer le chaos pour le chaos. Zélie trouva une place près de la fenêtre dans son cours d'anglais de première heure, espérant observer sans être observée. Mais elle sentait l'attention de Victoire comme un poids, calculant et mesurant. Victoire était assise à plusieurs rangs, entourée de son cercle habituel d'admirateurs, mais son regard se tournait parfois vers la nouvelle élève avec quelque chose qui n'était ni tout à fait de la curiosité, ni tout à fait de l'hostilité. Quelque chose de plus semblable à l'intérêt qu'un joueur d'échecs pourrait porter à l'étude des premiers coups d'un nouvel adversaire. Quand la cloche du déjeuner sonna, Zélie se dirigea vers la cantine scolaire avec la même attention prudente qu'elle portait à tout le reste. La grande pièce était clairement divisée en territoires invisibles, chaque table revendiquant son propre statut social. Au centre, occupant l'emplacement privilégié où tout le monde pouvait voir et être vu, se trouvait la table centrale de Victoire. C'était le trône incontesté du royaume social du lycée Saint-Exupéry.
Zélie choisit une table dans le coin reculé, aussi éloigné que possible de l'action. Elle déballa son déjeuner modeste et essaya de se fondre dans le brouhaha de centaines de conversations. Mais aujourd'hui, l'invisibilité n'allait pas être une option. Victoire se leva de sa table centrale, avec une grâce fluide, et Léa et Manon la suivirent. L'énergie de la cantine changea subtilement. Les conversations baissèrent d'un ton alors que l'attention se concentrait sur le drame imminent. Victoire s'approcha de la table isolée de Zélie, portant une coupe de ce qui ressemblait à du jus de raisin. « Assise toute seule ici », observa Victoire, sa voix portant juste assez fort pour que les tables voisines entendent. « Ça doit être tellement solitaire pour toi. » Léa afficha un sourire narquois derrière l'épaule de Victoire. Manon observait avec intérêt, comme si elle regardait une expérience sociale fascinante. Autour d'eux, les élèves commencèrent à remarquer, certains fixant ouvertement, d'autres prétendant se concentrer sur leur propre repas tout en écoutant attentivement. Zélie leva les yeux de son déjeuner, croisant le regard de Victoire avec de calmes yeux bruns. « Le calme ne me dérange pas », répondit-elle simplement. Le sourire de Victoire était parfait et froid. « Oh, c'est regrettable », dit-elle, et d'un geste qui semblait accidentel, le jus de raisin bascula de sa coupe. Le liquide violet éclaboussa le plateau de Zélie, trempant son sandwich et se répandant sur la surface de la table. Des murmures de stupéfaction parcoururent les tables voisines. Des téléphones portables apparurent, enregistrant la confrontation. C'était clairement une épreuve, une démonstration publique de qui détenait le pouvoir et de qui devait s'y soumettre. Zélie ne sauta pas, ni ne cria. Elle ne se précipita pas pour nettoyer le désordre, ni pour exiger des excuses. Au lieu de cela, elle se leva calmement, ramassa son plateau renversé et se dirigea vers la poubelle. Ses mouvements étaient délibérés et contrôlés, comme si elle avait répété ce scénario précis. Elle jeta son déjeuner, s'essuya les mains avec une serviette en papier et retourna à la table. Ce n'est qu'alors qu'elle regarda directement Victoire à nouveau. Son expression ne révélait ni colère, ni peur, ni gêne, juste un calme posé qui laissa la foule incertaine de la manière de réagir. « Avez-vous terminé ?» demanda Zélie doucement. La question resta suspendue dans l'air comme un défi. Le sourire parfait de Victoire chancela un instant, remplacé par ce qui aurait pu être de la surprise. Le scénario auquel elle s'attendait, larmes, colère, soumission, n'avait pas été suivi. Pour la première fois de mémoire récente, Victoire Leclerc se trouva déséquilibrée lors d'une interaction sociale. Zélie rassembla son sac à dos et sortit de la cantine scolaire, laissant derrière elle une salle pleine d'élèves qui ne savaient soudainement plus de quel côté ils étaient censés être. Victoire resta figée une fraction de seconde de trop pour être à l'aise, puis se retourna et regagna sa table, sa confiance légèrement ébranlée. Cet après-midi-là, en cours d'éducation physique, Zélie se retrouva sur le terrain de basket-ball pour un match d'entraînement. Marc et Théo s'étaient positionnés stratégiquement, utilisant le jeu comme couverture pour un harcèlement plus ciblé. Marc bousculait accidentellement Zélie pendant les actions, chaque contact étant suffisamment fort pour la déséquilibrer. Théo envahissait son espace, faisant des contacts inutiles que l'entraîneur ne percevait pas comme intentionnels. Mais Zélie se déplaçait avec une fluidité qui les surprit. Elle s'adaptait à leur interférence sans se plaindre, évitant les charges de Marc et se faufilant hors des tentatives de Théo de l'enfermer. Ces mouvements avaient une économie, une efficacité qui témoignait d'un entraînement au-delà des activités sportives habituelles du lycée. Lorsque l'entraîneur siffla la fin du match d'entraînement, Zélie récupéra ses affaires et se dirigea vers son casier. Collée à la porte métallique se trouvait une note manuscrite, derrière le vieux gymnase après les cours, à moins que tu ne veuilles que tout le monde sache que tu es une lâche. VL. Zélie lut la note une fois, la plia soigneusement et la glissa dans sa poche. Autour d'elle, de petits groupes d'élèves feignaient d'être occupés par leurs propres activités, tout en observant sa réaction. La nouvelle du défi s'était clairement répandue avant même qu'elle ne l'ait vue.
À son casier, à la fin de la journée, Victoire apparut avec son entourage habituel. Marc et Théo flanquèrent le groupe, dégageant cette menace désinvolte qui venait de savoir qu'ils n'avaient jamais fait face à de réelles conséquences pour leurs actes. « Je suppose que tu as eu mon message », dit Victoire, sa voix portant le ton de quelqu'un qui n'avait jamais essuyé de refus. Zélie ferma son casier et se tourna pour leur faire face. Cette fois, elle ne détourna pas le regard et n'essaya pas d'éviter la confrontation. Ses yeux rencontrèrent ceux de Victoire avec fermeté. « J'y serai », dit-elle simplement. La réponse tomba dans le couloir comme une pierre dans l'eau immobile. Victoire s'était attendue à de la peur, peut-être à des supplications, voire à une tentative de négociation. L'acceptation simple du défi la prit au dépourvu, bien qu'elle masqua rapidement sa surprise d'un autre sourire froid. « Ne me déçois pas », dit Victoire, tournant les talons avec ses suiveurs à sa traîne. Alors qu'il s'éloignait, Zélie resta seule dans le couloir, ses doigts effleurant le métal froid de la porte de son casier. Quelque part dans sa mémoire, la voix de son père, Didier Dubois, résonnait, calme, ferme et absolument certaine. « Tu ne cherches jamais les ennuis, Zélie. Mais si les ennuis te trouvent, tu les finis à tes conditions, avec un contrôle total. » Didier Dubois avait été boxeur dans sa jeunesse, avec un potentiel prometteur qui prit fin lorsqu'une blessure le força à se retirer avant qu'il ne puisse poursuivre une compétition professionnelle. Depuis, il avait canalisé toutes ses connaissances et sa discipline pour entraîner sa fille, non pas pour faire d'elle une combattante, mais pour lui donner les outils pour se protéger et garder le contrôle, quelle que soit la situation à laquelle elle serait confrontée. Le vieux gymnase derrière le lycée Saint-Exupéry se dressait comme un monument oublié des décennies précédentes d'athlétisme scolaire. Au moment où la dernière sonnerie avait retenti et que les élèves s'étaient dispersés du bâtiment principal, la nouvelle de la confrontation s'était répandue sur les réseaux sociaux du lycée plus vite que n'importe quelle annonce officielle. Zélie traversa la cour d'honneur en direction du gymnase d'un pas mesuré. Elle ne portait que son sac à dos et une bouteille d'eau, mais le poids sur ses épaules semblait immense, non pas à cause de ses affaires, mais à cause de la pression de dizaines d'yeux observant son approche. Des élèves s'étaient rassemblés dans la zone derrière le gymnase, formant un cercle irrégulier dans l'espace dégagé entre le bâtiment et les terrains de sport. Victoire se tenait au centre du rassemblement, sa posture royale et confiante. Léa et Manon la flanquaient, tandis que Marc et Théo complétaient le cercle d'intimidation. La foule autour d'eux bourdonnait d'une énergie nerveuse, les téléphones portables brandis pour capturer tout ce qui allait se dérouler. Lorsque Zélie pénétra dans le cercle, le bavardage se transforma en murmure. L'air était chargé d'anticipation, chacun attendant l'étincelle qui allait allumer la confrontation à laquelle ils étaient tous venus assister. La voix de Victoire porta clairement dans l'espace. « Je pensais que tu allais fuir comme un lapin effrayé. » Des rires épars montèrent de certains spectateurs. Zélie ne réagit pas à la moquerie, se contentant de regarder directement Victoire, avec le même regard inébranlable qu'elle avait maintenu toute la journée. « J'ai dit que je viendrais, » répondit Zélie, sa voix calme et claire. « Je tiens mes promesses. » La confiance dans sa réponse provoqua un effet d'entraînement d'incertitude dans la foule. Le sourire de Victoire se crispa légèrement, mais elle continua, se tournant pour s'adresser aux élèves rassemblés. « Vous avez tous entendu ça? Elle croit pouvoir me tenir tête. » Victoire fit un geste dédaigneux. « Voyons un peu à quel point la nouvelle est vraiment coriace. » D'un signe de tête subtil de Victoire, Marc s'avança. Sa taille et sa carrure athlétique en faisaient une figure imposante. Et il avait clairement été choisi pour faire le premier pas. Son approche était décontractée, presque paresseuse, la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais rencontré de véritable résistance.
« Ça ne prendra pas longtemps », dit Marc, tendant la main pour bousculer Zélie en arrière. Mais Zélie bougea comme de l'eau, glissant autour de son bras tendu et utilisant son élan contre lui. Dans un mouvement trop rapide pour la plupart de la foule, elle avait redirigé son énergie et l'avait fait trébucher, le déséquilibrant. Marc tomba lourdement au sol, son expression passant d'une confiance arrogante à une incrédulité choquée. La foule retint son souffle. Marc, la star du basket-ball du lycée, avait été mise au sol par la nouvelle discrète en quelques secondes. Avant que Marc ne puisse pleinement réaliser ce qui s'était passé, Théo s'élança en avant avec un cri de colère et d'embarras pour son ami. Son approche était plus agressive, guidée par l'émotion plutôt que la stratégie. Zélie s'esquiva en douceur, attrapa son bras tendu et le tordit derrière son dos dans une prise contrôlée. Théo cria de douleur et de surprise, forcé à genoux par l'application précise d'un effet de levier et de pression. Zélie maintint la position juste assez longtemps pour démontrer son contrôle, puis le relâcha. Théo s'effondra en avant, serrant son épaule et la regardant avec un mélange de douleur et d'étonnement. Les élèves rassemblés restèrent dans un silence stupéfait. Les téléphones tremblaient dans des mains qui s'attendaient à enregistrer une scène très différente. Des murmures commencèrent à se répandre dans la foule. Elle a mis Marc au tapis. Tu as vu la vitesse à laquelle elle a bougé? Théo n'a même pas vu le coup venir. Le visage de Victoire était devenu pâle, sa confiance soigneusement construite se fissurant alors qu'elle regardait ses principaux hommes de main neutralisées avec ce qui semblait être un effort minimal. Mais la fierté et le désespoir la poussèrent à avancer plutôt que de la laisser reculer. Avec un cri de rage frustré, Victoire se jeta sur Zélie par derrière, espérant la prendre au dépourvu et sauver une quelconque apparence de domination de la situation. Mais l'entraînement de Zélie lui avait appris à rester constamment consciente de son environnement. Elle tourna au dernier moment, attrapa le poignet de Victoire et contrôla son élan. Pendant un instant, Zélie aurait pu laisser Victoire tomber face contre terre battue, l'humiliant complètement devant tout le lycée. Au lieu de cela, elle maintint Victoire stable, démontrant un contrôle plutôt qu'une cruauté. Se penchant assez près pour que seule Victoire puisse entendre, Zélie parla doucement mais fermement. « Tu n'as jamais été aussi forte que tu le prétendais, et tu ne me contrôleras jamais. » Les yeux de Victoire s'écarquillèrent, les mots la frappant comme un coup physique. La vérité qu'elle avait cachée même à elle-même, que son pouvoir avait toujours été construit sur la volonté des autres de se soumettre plutôt que sur une quelconque force réelle propre à elle, était soudainement indéniable. Zélie relâcha sa prise et Victoire tituba en arrière, manquant de perdre l'équilibre. Le cercle d'élèves regarda en silence leur ancienne reine lutter pour garder son sang-froid. Léa et Manon, qui avaient toujours suivi Victoire, se tenaient maintenant incertaines et séparées d'elle. Marc se releva lentement du sol, la tête baissée en signe de défaite. Théo restait à genoux, soignant toujours son épaule blessée. Se tenant seul au centre du cercle, Zélie prit une profonde inspiration et regarda les visages qui l'entouraient. Elle ne voyait aucune satisfaction dans ce qui s'était passé, seulement une conclusion nécessaire à une confrontation qu'elle n'avait pas souhaitée, mais qu'elle ne pouvait éviter. Les murmures reprirent, mais ils étaient différents maintenant. Victoire a perdu. Zélie n'a pas versé une goutte de sueur. Je n'ai jamais vu ça. L'empire social soigneusement construit de Victoire s'était effondré en quelques minutes. Elle se retourna et s'éloigna rapidement, presque en courant, laissant derrière elle une foule qui ne savait plus trop quoi penser de l'ordre social qu'elle tenait pour acquis. Zélie attendit que le cercle se disperse un peu, puis ramassa son sac à dos et marcha vers la route principale. Les élèves s'écartèrent pour la laisser passer, leurs expressions un mélange de respect et d'incertitude. Elle avait prouvé son point sans blesser gravement personne, exactement comme son père le lui avait appris. Le contrôle, pas la destruction. Ce soir-là, Zélie était assise à la petite table de cuisine dans l'appartement modeste qu'elle partageait avec son père.
Didier Dubois leva les yeux du journal régional qu'il lisait, étudiant le visage de sa fille avec l'œil exercé de quelqu'un qui la connaissait mieux que quiconque au monde. « Journée difficile au lycée ?» demanda-t-il doucement. Zélie lui raconta tout, l'incident à la cantine scolaire, le défi, la confrontation derrière le vieux gymnase. Quand elle eut fini, Didier posa son journal et la regarda avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu as géré ça exactement comme il fallait, » dit-il finalement. « Tu n'as pas commencé le conflit, mais tu l'as terminé à tes conditions. Personne n'est allé à l'hôpital, personne n'a été gravement blessé, et le plus important, tu n'as pas perdu le contrôle. » Zélie hocha la tête, mais son expression resta troublée. « Je n'arrête pas de penser à Marseille, papa, à ce qui s'est passé avec Angèle. » L'expression de Didier devint sérieuse. 2 ans plus tôt, dans l'ancien lycée de Zélie, une jeune fille nommée Angèle Fournier avait harcelé Zélie sans relâche. La situation avait dégénéré pendant des semaines jusqu'à ce que Zélie craque finalement, utilisant son entraînement dans un moment de pure colère. Angèle s'était retrouvée hospitalisée avec de graves blessures et l'incident les avait forcés à quitter Marseille pour recommencer dans une nouvelle ville. « C'était différent », dit Didier fermement. « À Marseille, tu as perdu le contrôle. Tu as laissé la colère guider tes actions au lieu de la discipline. Aujourd'hui, tu as fait preuve d'une maîtrise parfaite. Tu as utilisé exactement la force nécessaire et pas un gramme de plus. »« Mais si ça se reproduit ?» demanda Zélie, exprimant la peur qui la hantait depuis 2 ans. « Et si je ne peux pas me contrôler la prochaine fois ?» Didier tendit la main sur la table et prit la sienne. « Zélie, le fait que tu t'inquiètes de perdre le contrôle signifie que tu ne le feras pas. La discipline que je t'ai enseignée ne concerne pas seulement la technique. Il s'agit de savoir quand s'arrêter. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu as retenu cette leçon. » Le lendemain matin apporta une atmosphère complètement transformée au lycée Saint-Exupéry. Tandis que Zélie traversait les couloirs, elle remarqua immédiatement le changement. Les élèves qui l'avaient auparavant ignorée lui offraient maintenant des hochements de tête respectueux. Quelques élèves plus jeunes la regardaient avec une admiration approchante. Les chuchotements qui la suivaient n'étaient plus moqueurs, mais curieux et respectueux. Victoire, quant à elle, se déplaçait dans les mêmes couloirs comme un fantôme d'elle-même. La démarche assurée avait disparu, remplacée par des pas hésitants. Son entourage habituel s'était évaporé. Léa et Manon suivaient désormais leur propre chemin, ne se contentant plus de graviter autour de l'étoile pâlissante de Victoire. Marc évitait le contact visuel avec tout le monde, sa fierté encore blessée par sa défaite publique. Théo avait choisi de ne pas venir au lycée du tout, trop gêné pour affronter les questions et les regards. En première période, Zélie choisit sa place habituelle, près de la fenêtre, mais l'atmosphère autour d'elle était entièrement différente. Là où auparavant elle avait été un objet de curiosité ou de dédain, elle était maintenant traitée avec un respect prudent. Les professeurs qui avaient à peine remarqué son existence la regardaient désormais dans les yeux lorsqu'il s'adressait à la classe. Ses camarades de classe l'incluaient dans leurs discussions de groupe au lieu de parler autour d'elle. Au déjeuner, le changement dans la dynamique sociale du lycée devint encore plus apparent. Victoire était assise seule à ce qui avait été autrefois la table la plus convoitée de la cantine scolaire. L'emplacement central qui avait autrefois annoncé son statut mettait désormais en évidence son isolement. Les élèves passaient sans s'arrêter, les conversations continuaient sans l'inclure, et le cercle d'influence invisible qui l'avait autrefois entouré avait complètement disparu. Zélie observait cela depuis son coin reculé, ressentant un mélange d'émotions complexes. Elle se souvenait trop clairement de ce que c'était que d'être la cible du rejet collectif d'un lycée, et malgré tout ce que Victoire avait fait, elle se retrouvait à éprouver de la sympathie pour la situation de la jeune fille. Après avoir terminé son déjeuner, Zélie prit une décision qui surprit tout le monde à la cantine scolaire, y compris elle-même. Elle ramassa son plateau et traversa la pièce jusqu'à la table vide de Victoire.
Les conversations s'arrêtèrent, les têtes se tournèrent, et toute la pièce sembla retenir son souffle. Victoire leva les yeux, choquée, tandis que Zélie posait son plateau et s'asseyait en face d'elle. Pendant un instant, aucune des deux jeunes filles ne parla. Puis la voix de Zélie porta assez clairement pour que les tables voisines puissent l'entendre. « Cela n'a pas à continuer, dit-elle simplement. Je ne veux plus me battre, et j'espère que toi non plus. » Les yeux de Victoire se remplirent de larmes qu'elle essayait désespérément de ne pas verser. Les mots n'étaient pas prononcés avec triomphe ou jubilation, mais avec quelque chose qui pouvait être de la compréhension. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un offrait à Victoire une issue à un conflit, au lieu d'exiger sa capitulation. Zélie n'attendit pas de réponse. Elle se leva, ramassa son plateau et retourna à son coin reculé, laissant Victoire digérer le geste inattendu de « Quoi? Miséricorde? Respect ?» Quoi qu'il en fût, toute la cantine scolaire en avait été témoin, et les chuchotements qui suivirent étaient entièrement différents de ceux qui avaient entouré la confrontation derrière le gymnase. Dans les jours qui suivirent, le lycée Saint-Exupéry subit une transformation subtile mais profonde. La culture d'intimidation qui avait autrefois imprégné les couloirs commença à se dissoudre. Les élèves qui avaient auparavant fait profil bas commencèrent à participer plus activement aux discussions en classe. Les élèves plus jeunes ne se recroquevillaient plus en passant devant des groupes de lycéens plus âgés dans les couloirs. Un jeune homme mince et nerveux nommé Jules Delacroix, qui avait été l'une des cibles fréquentes de Victoire, surprit tout le monde en s'inscrivant au club d'éloquence. Une jeune fille discrète nommée Sophie Bernard, qui avait toujours mangé seule à la cantine pour éviter les attentions indésirables, commença à rejoindre des groupes d'études et à participer à des activités parascolaires. Zélie observa ces changements avec une satisfaction tranquille. Elle n'avait jamais eu l'intention de devenir un catalyseur de changement social. Elle avait simplement refusé d'accepter le rôle de victime qui lui avait été assigné. Mais l'exemple de Zélie avait montré aux autres élèves qu'il était possible de se défendre avec dignité et force. Victoire, quant à elle, luttait pour trouver sa place dans ce nouvel ordre social. Le respect basé sur la peur qu'elle avait autrefois commandé avait disparu, mais elle apprenait lentement ce que signifiait gagner une véritable estime par d'autres moyens. C'était un processus douloureux. Mais Zélie la surprenait parfois à aider un élève plus jeune avec ses devoirs ou à participer à des travaux de groupe avec une compétence discrète plutôt qu'un contrôle dominateur. Un après-midi, alors que Zélie rangeait son casier, Victoire l'approcha seule, sans son ancien entourage, sans les gestes dramatiques qui annonçaient jadis sa présence. Elle s'approcha simplement et se tint à proximité jusqu'à ce que Zélie la reconnaisse. « Je voulais te remercier », dit Victoire doucement, sa voix à peine audible au-dessus du bruit des couloirs. Zélie se tourna, surprise par la sincère humilité dans le ton de Victoire. « Pourquoi ?» demanda Zélie. « De ne pas m'avoir détruite quand tu aurais pu », répondit Victoire. Derrière le gymnase, à la cantine scolaire, après, tu aurais pu m'humilier complètement. Au lieu de ça, tu m'as donné une chance de repartir avec une certaine dignité intacte. Zélie réfléchit un instant, puis hocha légèrement la tête. Tout le monde mérite une chance d'être meilleur que son pire moment. Les yeux de Victoire brillèrent de larmes contenues. Je ne sais pas si je peux être meilleur. Je ne sais pas qui je suis sans tout ça. Elle fit un geste vague, englobant la structure de pouvoir qu'elle avait autrefois contrôlée. C'est peut-être ça, l'essentiel, suggéra Zélie doucement. Peut-être que tu peux découvrir qui tu es vraiment au lieu de qui tu pensais devoir être. La conversation fut brève, mais elle marqua un autre tournant dans la relation lentement évolutive entre les deux filles. Elles ne seraient jamais des amies proches. Trop de choses s'étaient passées pour cela, mais elles avaient trouvé un moyen de coexister avec un respect mutuel plutôt qu'un antagonisme. Au fil des semaines, Didier Dubois observa sa fille avec une fierté grandissante.
La jeune femme confiante et maîtrisée qu'il voyait partir pour le lycée chaque matin était bien loin de la fille en colère et effrayée qui avait causé tant de problèmes à Marseille. Zélie avait appris la leçon la plus importante qu'il pouvait lui enseigner. La vraie force ne consistait pas à dominer les autres, mais à garder le contrôle de soi, quelles que soient les circonstances. « Tu sais, dit-il un soir alors qu'ils partageaient le dîner, je crois que nous pourrions rester dans cette ville un moment. » Zélie leva les yeux, surprise. Ils avaient déménagé si souvent que la possibilité de stabilité avait semblé presque impossible à imaginer. « Vraiment ?» demanda-t-elle. Didier hocha la tête. « Tu as trouvé ton équilibre ici. Tu ne fuis plus ton passé. Tu construis quelque chose de mieux. Cela me dit que tu es prête à jeter l'ancre. » Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Marseille, Zélie s'autorisa à imaginer un avenir qui s'étendait au-delà de la simple survie jusqu'au baccalauréat. Elle pensa au dossier d'inscription à l'université, aux amitiés qui pourraient se développer sur des années plutôt que des mois, à faire partie d'une communauté au lieu de simplement la traverser. Au lycée Saint-Exupéry, les changements qui avaient commencé avec le refus d'une fille d'accepter le harcèlement s'étaient propagés d'une manière qui surprit tout le monde. Les professeurs remarquèrent que les discussions en classe étaient plus dynamiques, avec des élèves qui étaient restés silencieux auparavant, contribuant désormais de manière réfléchie aux débats et aux travaux de groupe. Le proviseur reçut moins de rapports de conflits dans les couloirs et à la cantine scolaire. Même les agents d'entretien remarquèrent une diminution du vandalisme et des petites destructions. L'histoire de ce qui s'était passé derrière le vieux gymnase devint une partie de la légende officieuse du lycée, mais elle fut rappelée non pas comme un conte de victoire et de défaite, mais comme une démonstration du pouvoir de la maîtrise de soi et d'une résistance de principe à l'intimidation. Zélie avait montré qu'il était possible de tenir tête au harcèlement sans devenir un harceleur soi-même, de défendre sa dignité sans détruire celle de son adversaire. Victoire, pour sa part, commença progressivement à reconstruire sa réputation sur une base de contribution authentique plutôt que de domination basée sur la peur. Elle rejoignit le conseil de vie lycéenne, CVL, et utilisa ses compétences organisationnelles pour coordonner des collectes caritatives et des projets de services civiques communautaires. Les qualités de leadership qui avaient autrefois été corrompues par un désir de pouvoir étaient lentement réorientées vers des objectifs plus positifs. Marc retrouva son chemin pour être simplement un bon joueur de basketball, au lieu de quelqu'un qui utilisait son statut athlétique pour intimider les autres. Théo découvrit qu'il était en fait très drôle quand il n'essayait pas d'impressionner les gens par la cruauté, et il commença à écrire pour le journal du lycée avec un esprit vif mais non méchant. Léa et Manon, libérées de leur rôle de lieutenante de Victoire, révélèrent des personnalités et des intérêts qui avaient été précédemment éclipsés par leur association avec l'ancienne reine du lycée. Léa se révéla être une artiste talentueuse, tandis que Manon montra un don pour les mathématiques qui lui valut une reconnaissance lors de compétitions académiques. La transformation ne fut pas immédiate ni complète. Changer la culture d'un lycée est un processus graduel, et il y eut encore des moments de tension et de conflit, mais la dynamique fondamentale avait changé. Les élèves qui avaient autrefois accepté l'intimidation comme inévitable commencèrent à croire qu'ils pouvaient y résister avec succès. Les professeurs, devenus cyniques face au comportement adolescent, commencèrent à entrevoir la gentillesse et le courage dont les lycéens étaient capables lorsqu'ils se sentaient suffisamment en sécurité pour les exprimer. Zélie, quant à elle, demeurait quelque peu à l'écart des hiérarchies sociales qui continuaient d'évoluer autour d'elle. Elle participait aux cours et aux activités, nouait des amitiés occasionnelles et traitait chacun avec le même respect tranquille qu'elle attendait en retour. Elle n'avait pas cherché à devenir une leader ou un symbole, mais son exemple avait donné aux autres la permission de se défendre et de se soutenir mutuellement. Un après-midi printanier, alors que Zélie était assise dans la cour d'honneur,
Lisant pendant la pause déjeuner, une élève plus jeune l'approcha nerveusement. La jeune fille était menue et frêle, avec les épaules rentrées et le regard baissé de quelqu'un qui avait appris à se rendre aussi invisible que possible. « Excusez-moi » dit la jeune fille doucement. « Vous êtes Zélie Dubois ?» Zélie leva les yeux de son livre et hocha la tête. « Je m'appelle Émilie » poursuivit la jeune fille, puis hésita avant de précipiter ses mots. « Je voulais vous remercier. Ce que vous avez fait l'automne dernier, ça a changé les choses pour des gens comme moi. Je sais que vous ne savez probablement même pas qui je suis, mais le harcèlement a cessé après ça. Pas seulement pour moi, mais pour beaucoup d'entre nous. » Zélie ferma son livre et accorda toute son attention à Émilie. « Je suis contente que les choses se soient améliorées pour toi. » Émilie hocha la tête sincèrement. « Ce n'est pas seulement que le harcèlement a cessé. C'est que j'ai appris que je n'avais pas à l'accepter. Quand quelqu'un essaie de me malmener maintenant, je me souviens de ce que vous avez fait. Je me souviens que je peux me défendre sans être méchante. » Après le départ d'Émilie, Zélie resta assise dans la cour d'honneur, réfléchissant aux conséquences inattendues de cette confrontation derrière le vieux gymnase. Elle avait agi purement en légitime défense, sans intention de changer quoi que ce soit au-delà de sa propre situation. Mais son refus d'accepter le rôle de victime avait apparemment donné aux autres la permission de faire de même. À mesure que la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat approchait, Zélie commença à comprendre que son parcours au lycée Saint-Exupéry avait été bien plus qu'une simple survie à un nouveau transfert scolaire. Pour la première fois, elle avait appris ce que signifiait faire partie d'une communauté, laisser un endroit meilleur qu'elle ne l'avait trouvé, non par de grands gestes ou des confrontations dramatiques, mais simplement en refusant de compromettre ses propres principes. Les leçons que son père lui avait enseignées sur la maîtrise de soi et la force de caractère s'étaient avérées concerner bien plus que la simple légitime défense physique. Elle portait sur le maintien de son intégrité, quelles que soient les circonstances, sur le choix de répondre plutôt que de réagir, sur la compréhension que le vrai pouvoir vient de l'intérieur plutôt que de la capacité à dominer les autres. Lors de la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat, alors que Zélie traversait la scène pour recevoir son diplôme, elle aperçut son père dans l'assistance. Le sourire de Didier Dubois était empreint d'une fierté qui allait bien au-delà de la réussite scolaire. Il voyait l'aboutissement d'années de conseils avisés, la preuve que sa fille avait appris non seulement à se protéger physiquement, mais aussi à naviguer les défis sociaux et moraux complexes de l'adolescence avec sagesse et élégance. Victoire était également parmi les diplômés, traversant la même scène juste quelques noms avant Zélie dans l'ordre alphabétique. Leurs regards se croisèrent brièvement, tandis que Victoire regagnait sa place, et elles échangèrent le plus infime des hochements de tête, une reconnaissance du chemin qu'elles avaient toutes deux parcouru, de cette première confrontation à ce moment de réussite partagée. Alors que la cérémonie se concluait et que les familles se rassemblaient pour des photos et des célébrations, Zélie se retrouva entourée de camarades de classe qui voulaient la féliciter et lui dire au revoir. Elle fut frappée de voir combien d'entre eux mentionnaient, d'une manière ou d'une autre, comment sa présence au lycée Saint-Exupéry avait fait une différence dans leur parcours au lycée. Jules Delacroix, le garçon timide qui avait trouvé le courage de rejoindre le club d'éloquence, lui serra la main et lui dit qu'il avait obtenu une bourse d'études pour l'université, en partie grâce à son succès dans les compétitions de prise de parole et d'éloquence. Sophie Bernard, qui avait découvert sa voie dans les groupes d'études et les activités, se dirigeait vers une université prestigieuse pour étudier la psychologie avec l'objectif de devenir conseillère pour les jeunes en difficulté. Même certains des élèves qui s'étaient initialement alignés avec le cercle social de Victoire s'approchèrent de Zélie pour exprimer leur gratitude pour la façon dont elle avait géré les conflits de ce premier semestre. Ils avaient appris de son exemple qu'il était possible d'être fort sans être cruel, de se défendre sans rabaisser les autres.
Tandis que l'après-midi avançait et que la foule commençait à se disperser, Zélie se retrouva seule près du stade omnisport du lycée, là où tant de drames sociaux de l'établissement s'étaient déroulés au cours des 4 dernières années. Didier s'approcha et se tint à ses côtés, tous deux contemplant le terrain vide. « Des regrets ?» demanda-t-il. Zélie considéra la question avec attention. La confrontation derrière le vieux gymnase avait mis en marche une chaîne d'événements qui avait transformé non seulement son propre parcours au lycée, mais aussi les expériences de bon nombre de ses camarades de classe. Mais cela avait aussi été un moment de violence, aussi contrôlé et justifié qu'il ait pu être. « Non, dit-elle finalement. J'aurais préféré que ce ne soit pas nécessaire, mais je ne regrette pas de m'être défendu, et je ne regrette pas la manière dont j'ai choisi de le faire. » Didier hocha la tête, comprenant la distinction. « Tu as appris la leçon la plus importante de toutes, que la manière dont tu gagnes compte autant que le fait de gagner. » Zélie ferma son livre et dit « peut-être plus ». En marchant vers leur voiture, Zélie pensa à l'avenir qui s'offrait à elle. Elle avait été acceptée dans plusieurs bonnes universités, avec l'intention d'étudier le travail social et de travailler un jour avec des jeunes en difficulté. Les expériences de ces années lycée, à la fois les défis et les réussites, lui avaient donné un aperçu des façons dont les jeunes pouvaient soit se soutenir mutuellement, soit se détruire. Elle voulait consacrer sa carrière à aider des adolescents comme Émilie à trouver leur voie, comme Victoire à canaliser leur qualité de leader dans des directions positives, comme Marc et Théo à découvrir leurs valeurs au-delà de leur capacité à intimider les autres. Les leçons qu'elle avait apprises de son père sur la maîtrise de soi et la force de caractère lui serviraient non seulement à se protéger, mais aussi à enseigner aux autres à se protéger. L'histoire du parcours de Zélie Dubois au lycée Saint-Exupéry serait rappelée longtemps après qu'elle ait obtenu son baccalauréat et poursuivi ses études supérieures. Mais elle ne serait pas commémorée comme un récit de conflit et de domination, mais comme un exemple de la façon dont l'engagement d'une personne à faire ce qui était juste, même lorsque c'était difficile, pouvait créer un changement positif qui s'étendait bien au-delà de ses propres circonstances immédiates. Dans les années qui suivirent, les professeurs du lycée Saint-Exupéry feraient parfois référence à l'exemple de Dubois lorsqu'ils parleraient aux élèves de résolution de conflits et d'intégrité personnelle. L'expression en vint à signifier se défendre soi-même et les autres sans compromettre ses propres valeurs, défendre sa dignité sans détruire celle de son adversaire et comprendre que la vraie force vient de la maîtrise de soi plutôt que de la capacité à contrôler les autres. Et dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, Didier Dubois sortirait parfois des coupures de journaux régionaux concernant les réussites académiques et le travail de service civique de sa fille pendant ses années d'université, sachant que le fondement de toutes ces réalisations avait été posé pendant ces mois cruciaux, où elle avait appris qu'être fort signifiait être responsable de la façon dont on utilisait cette force. Les leçons de cette période resteraient gravées en Zélie pour le reste de sa vie. Que le vrai pouvoir vient de l'intérieur, que la façon dont on gère les conflits définit qui l'on est en tant que personne, et que parfois les batailles les plus importantes sont gagnées non pas en détruisant ses ennemis, mais en leur montrant qu'il existe une meilleure façon de vivre.